Le champagne était déjà au frais quand Rémi Fournier m'a pris à part lors de sa fête du réveillon de la Saint-Sylvestre. Il ne souriait pas. Il ne m'a pas offert à boire. Il m'a simplement regardé avec ses yeux gris et froids et a prononcé les mots qui allaient tout changer. « Antoine, nous devons parler de ton avenir chez Industrie Fournier. Ou plutôt, de ton absence d'avenir. Je m'appelle Antoine Lefebvre. J'ai 47 ans. Et jusqu'à ce moment, je pensais avoir tout compris. Pendant 13 ans, j'avais travaillé dans l'entreprise manufacturière de mon beau-père, commençant comme directeur des opérations juniors et gravissant les échelons jusqu'à devenir vice-président senior. J'avais tout donné à cette entreprise. Les week-ends, les vacances, du temps avec ma fille que je ne retrouverai jamais. Tout ça parce que Rémi Fournier m'avait promis que la loyauté comptait dans son monde. Derrière nous, la fête battait son plein. Ma femme, Diane, riait avec sa mère près du buffet des apéritifs. Ma fille de 12 ans, Emma, jouait avec ses cousins dans le petit salon. Tout le monde célébrait l'arrivée d'une nouvelle année, complètement inconscient du fait que la mienne était sur le point de s'achever. « Que veux-tu dire par mon absence d'avenir » ai-je demandé, en gardant la voix basse. Nous étions dans le bureau de Rémi, loin du bruit et des gens qui croyaient encore que ce n'était qu'une autre réunion de famille. Rémi s'appuya contre son bureau en acajou, celui que je l'avais aidé à choisir il y a 5 ans lorsqu'il avait rénové ce bureau. « Tu as 47 ans, Antoine. Ce n'est pas vieux pour un homme, mais c'est vieux pour cette industrie. Nous avons besoin de sang neuf, de jeunes esprits qui comprennent où va la technologie. » J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans la poitrine. « Rémi, je suis avec toi depuis 13 ans. J'ai augmenté l'efficacité de la production de 40%. J'ai rapporté des contrats valant des millions d'euros. L'affaire de Milan, c'était il y a 2 ans, m'interrompit-il. Que as-tu fait récemment? Et plus important encore, que peux-tu faire pour les 20 prochaines années? Parce que c'est à ça que je dois penser, à l'avenir de cette entreprise. » Le pire, c'était son ton désinvolte, comme s'il discutait de la météo au lieu de détruire ma carrière. Comme si 13 ans de dévouement ne valaient rien de plus qu'une garantie expirée. « Tu me renvoies » ai-je dit, les mots ayant un goût de cendre dans ma bouche. « Nous restructurons » corrigea Rémi. Mais son ton indiquait clairement que ce n'était que du jargon d'entreprise pour dire la même chose. Bruno Charpentier prend ta place. Il a 29 ans, un MBA de HEC Paris, et franchement, il apporte une énergie à l'entreprise dont nous avons désespérément besoin. Bruno Charpentier. Je le connaissais. Jeune, ambitieux, le genre de type qui portait des costumes chers et parlait de disruption comme si c'était une religion. Il avait été embauché il y a 6 mois comme consultant, et je l'avais même mentoré sur certains de nos plus gros comptes. Quand, ai-je demandé. Le 15 janvier sera ton dernier jour. Nous te donnerons une indemnité de départ, bien sûr. 6 mois de salaire, une assurance santé pendant 1 an. C'est plus que généreux. 6 mois de salaire après 13 ans de service. Plus que généreux. La rage qui montait en moi m'empêchait de respirer. Est-ce que Diane est au courant, ai-je demandé. Pas encore. J'ai pensé que tu voudrais le lui dire toi-même. Après la fête, bien sûr. Inutile de gâcher le réveillon de tout le monde. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas seulement une décision commerciale. C'était personnel. Rémi n'avait jamais pensé que j'étais assez bien pour sa fille. N'avait jamais cru qu'un gamin d'un quartier ouvrier de Lyon méritait de faire partie de la famille Fournier. Et maintenant qu'il avait obtenu 13 ans de travail de ma part, il en avait fini. Je suis sorti de ce bureau et je suis resté dans le couloir, écoutant les bruits de la fête qui filtraient à travers les murs. Des rires, de la musique, des gens qui trinquaient à de nouveaux départs alors que mon monde s'effondrait. Diane était toujours près du buffet, mais maintenant elle regardait son téléphone, souriant à quelque chose sur l'écran. Emma s'était déplacée vers le piano et jouait une mélodie d'un doigt, le visage crispé par la concentration. J'ai pris une décision à ce moment-là. Pas la décision intelligente, pas la décision pratique, mais la seule décision qui me semblait honnête. Je suis parti. Je suis passé devant la fête, j'ai attrapé mon manteau dans le placard de l'entrée et j'ai conduit jusqu'à la maison en silence. L'horloge de mon tableau de bord indiquait 22h47. Dans 1h13 minutes, tout le monde ferait le décompte pour la nouvelle année. Ils s'embrasseraient, se serreraient dans les bras et prendraient des résolutions pour devenir de meilleures personnes. Moi, je ferai mes valises. Si vous trouvez de la valeur dans cette histoire, si elle vous fait réfléchir à la loyauté,
à la famille et à ceux qui comptent vraiment lorsque les personnes en qui vous avez confiance vous trahissent, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Laissez un commentaire ci-dessous sur une fois où quelqu'un en qui vous aviez confiance vous a laissé tomber. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo. Votre soutien est essentiel et m'aide à continuer à partager ces histoires poignantes. La maison était silencieuse quand je suis rentré. Trop silencieuse. Je me tenais dans le salon où Diane et moi avions organisé nos propres fêtes du Nouvel An pendant des années, où Emma avait fait ses premiers pas, où nous avions construit ce que je pensais être une vraie vie ensemble. J'ai attrapé 2 valises dans le garage et j'ai commencé à emballer des vêtements, des articles de toilette, les quelques objets personnels qui comptaient vraiment pour moi, la photo de mes parents, décédés tous les 2 à 6 mois d'intervalle il y a 3 ans, la montre de poche que mon grand-père m'avait donnée pour mon diplôme universitaire, la couverture de bébé d'Emma que je gardais dans le tiroir de mon bureau parce que parfois, les jours difficiles, je la regardais simplement et me rappelais pourquoi je travaillais si dur. J'avais presque fini quand j'ai entendu la voiture de Diane dans l'allée. La porte d'entrée s'est ouverte et sa voix a retenti, vive de colère. « Antoine, qu'est-ce que tu crois faire en quittant la fête comme ça? As-tu la moindre idée à quel point c'était embarrassant ?» Je suis sorti de la chambre avec ma valise. Diane se tenait dans le couloir, toujours dans sa robe de créateur, le visage rouge de champagne et de rage. « Ton père m'a renvoyé », ai-je dit simplement. Elle a cligné des yeux. « Quoi ? Ce soir, avant que vous ne trinquiez tous à la nouvelle année, il m'a emmené dans son bureau et m'a dit que je suis remplacé par Bruno Charpentier. Je suis trop vieux, apparemment. Plus utile. » L'expression de Diane a changé, mais pas comme je m'y attendais. Pas de choc, pas d'indignation en ma faveur, juste du calcul. Comme si elle essayait de comprendre comment cela l'affecterait. « Antoine, je suis sûr qu'il y a eu un malentendu. Papa ne ferait pas ça comme ça. Il l'a fait. Le 15 janvier est mon dernier jour. 6 mois d'indemnité et une poignée de main. C'est ce que 13 ans te rapportent dans la famille Fournier. Eh bien, peut-être que si tu avais été plus proactif pour apprendre les nouvelles technologies. Bruno a toutes ses idées sur l'automatisation et l'intégration de l'IA. Peut-être que papa pense juste. » J'ai levé la main, l'arrêtant en pleine phrase. « Ne le défends pas. Ne fais pas comme si c'était de ma faute si je n'étais pas assez bon. J'ai tout donné à cette entreprise, Diane. » « Tout. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu fais tes valises? Où crois-tu que tu vas? Je ne sais pas, ai-je admis. Mais je ne reste pas ici. Pas dans cette maison que ton père a achetée pour nous. Pas dans cette vie où je n'ai de valeur que tant que je suis utile à l'Empire Fournier. » Les yeux de Diane sont devenus froids. « Tu es ridicule. Il est presque minuit. Où est Emma? As-tu seulement pensé à ta fille? Emma est toujours chez tes parents avec ses cousins. Elle sera bien là-bas ce soir. Dis-lui que je l'aime. Dis-lui que j'appellerai demain. Antoine, si tu passes cette porte. » Quoi? Tu vas divorcer? Ta famille m'a déjà jeté, Diane. Que reste-t-il d'autre? J'ai pris mes valises et je suis passé devant elle. Elle n'a pas essayé de m'arrêter. Elle est juste restée là dans le couloir, sa coupe de champagne de la fête toujours à la main, me regardant partir comme si j'étais un étranger qu'elle n'avait jamais vraiment connu. L'horloge de ma voiture indiquait 23h38 quand j'ai commencé à conduire. Je n'avais pas de destination. J'ai juste conduit, regardant les rues de notre banlieue pavillonnaire céder la place à l'autoroute, puis à la vieille ville, où la gare routière trônait comme une relique d'une autre époque. Je me suis garé sur le parking presque vide et je suis resté là, à fixer le bâtiment. Quelques personnes étaient à l'intérieur, visibles à travers les vitres sales. Des voyageurs se rendant quelque part pour la nouvelle année. Des gens avec des projets et des endroits où aller. Je n'avais rien. Pas de plan, pas de destination. Juste les vêtements dans mes valises et une rage qui se transformait lentement en autre chose. Du chagrin peut-être, ou juste de l'épuisement. L'horloge a sonné minuit alors que j'étais assis là. Quelque part, des gens applaudissaient, s'embrassaient et se promettaient de meilleurs lendemains. Quelque part, ma fille regardait probablement l'horloge de ses grands-parents faire le décompte jusqu'à 0. Quelque part, Diane disait à sa famille qu'Antoine était devenu fou, qu'il était parti sans raison, prouvant qu'il n'avait jamais vraiment eu l'étoffe d'un fournier. Je suis sorti de la voiture et je suis entré dans la gare routière. Le guichet était tenu par un jeune homme à l'air ennuyé qui ne devait pas avoir plus de 20 ans. Derrière lui,
Un tableau des départs listait des villes où je n'étais jamais allé. Marseille, Bordeaux, Lille, Nantes. Je peux vous aider, a demandé le jeune. Combien pour un billet pour n'importe où? Il m'a regardé comme si j'étais fou. Faut choisir une ville, mec. Marseille, ai-je dit, choisissant la première de la liste. Allez simple. Le billet coûtait 127 €. Le bus partait à 2h15. J'avais 2 heures à tuer dans une gare routière le soir du Nouvel An, à regarder des gens ivres entrer et sortir en titubant, à voir des familles se retrouver, à observer la vie des autres se dérouler pendant que la mienne s'effondrait. Je me suis assis sur l'une des chaises en plastique dur et j'ai sorti mon téléphone. 43 messages, la plupart de Diane, allant de la colère au désespoir. 3 de sa mère, me demandant où j'étais et si j'avais besoin d'aide. 2 d'Emma, envoyés avant minuit. Papa, où es-tu, et, bonne année, papa. Je ne pouvais répondre à aucun d'eux. Que aurais-je dit? Que son grand-père m'avait jeté comme un déchet? Que sa mère avait pris son parti? Que tout ce que j'avais construit pour elle s'effondrait parce que je n'étais pas assez jeune, pas assez utile, pas assez fournier? Excusez-moi, monsieur. Ça va? J'ai levé les yeux et j'ai vu une jeune femme debout devant moi. Elle devait avoir 28 ou 29 ans, des cheveux bruns attachés en queue de cheval et des yeux qui témoignaient d'une réelle inquiétude. Elle portait un sac en bandoulière et une tasse de café, habillée comme si elle sortait du bureau même s'il était passé minuit. Ça va, ai-je dit automatiquement, mais ma voix s'est brisée sur le deuxième mot. Elle s'est assise sur la chaise à côté de moi, sans y être invitée, mais pas malvenue. Vous n'avez pas l'air d'aller bien. Vous avez l'air de quelqu'un qui vient de passer la pire nuit de sa vie. Il y avait quelque chose dans sa franchise qui a fait s'effondrer les murs que j'avais érigés. Peut-être parce que c'était une inconnue. Peut-être parce que je n'avais plus rien à perdre. Mon beau-père m'a renvoyé ce soir, ai-je dit, les mots sortant en cascade. À sa fête du Nouvel An, après 13 ans dans son entreprise, il a dit que j'étais trop vieux, plus utile. Il m'a dit que je suis remplacé par un jeune de 29 ans avec un MBA qui pense tout savoir. La femme a hoché la tête lentement. C'est brutal. Je suis désolé. Et ma femme, j'ai ri amèrement, ma femme a pris son parti. Elle n'a même pas remis ça en question. Elle a juste commencé à lui trouver des excuses comme si je le méritais d'une manière ou d'une autre. Alors, vous fuyez? Je pars. Il y a une différence. Vraiment? Elle a bu une gorgée de son café. Où vous emmène ce billet de bus? Marseille, ou peut-être nulle part. Je ne sais plus. Elle est restée silencieuse un moment, m'étudiant avec ses yeux intenses. Puis, elle a sorti son téléphone et a passé un appel. Papa, a-t-elle dit quand quelqu'un a répondu. Je l'ai trouvé. Je l'ai dévisagé. Quoi? Oui, j'en suis sûr, a-t-elle continué au téléphone, en me regardant droit dans les yeux. Il est à la gare routière. Il a acheté un billet pour Marseille, sur le point de jeter 13 ans d'expérience parce qu'un riche imbécile l'a convaincu qu'il ne valait rien. Qui êtes-vous, ai-je demandé, mais elle a levé un doigt, écoutant toujours son interlocuteur. D'accord, je l'amène. Elle a raccroché et s'est tournée vers moi. Je m'appelle Victoire Beaumont. Mon père est Jacques Beaumont. Il dirige Beaumont Solutions Industrielles. Le nom m'a frappé comme un coup de massue. Beaumont Solutions Industrielles était l'une des plus grandes sociétés de conseil industriel du pays. Ils étaient spécialisés dans le redressement d'entreprises en difficulté, l'optimisation des opérations, la résurrection d'entreprises moribondes. Pourquoi êtes-vous ici, ai-je réussi à demander. Parce que mon père m'a envoyé trouver quelqu'un. Quelqu'un de spécifique. Quelqu'un qui a augmenté l'efficacité de la production de 40% chez Industrie Fournier. Quelqu'un qui a décroché le contrat de Milan face à 3 concurrents plus importants. Quelqu'un d'apparemment assez stupide pour penser qu'il est fini à 47 ans. Je n'arrivais pas à comprendre ce que j'entendais. Comment savez-vous? Mon père vous observe depuis 2 ans, monsieur Lefebvre. Il attendait le jour où Rémi Fournier serait assez bête pour vous laisser partir. Et quand j'ai vu la liste des invités pour la fête de ce soir et que j'ai entendu par des bruits de couloir ce qui se passait, j'ai su que ce soir était le bon soir. Ça n'a aucun sens. Victoire s'est levée et m'a tendu la main. Venez avec moi. Mon père veut vous rencontrer. Et croyez-moi, ce qu'il a à offrir est bien mieux qu'un billet de bus pour Marseille et une vie passée à se demander ce qui aurait pu être.
J'ai regardé sa main, puis le tableau des départs, puis de nouveau elle. Chaque partie rationnelle de mon cerveau criait que c'était insensé. Mais ce même cerveau rationnel m'avait valu 13 ans de loyauté envers un homme qui m'avait jeté sans un regard en arrière. « Que veut votre père » ai-je demandé. « Vous offrir un travail, et vous montrer ce que vous valez vraiment. » J'ai pris sa main et je me suis levé. Le billet pour Marseille est resté sur le siège derrière moi. Certains voyages, j'étais en train de l'apprendre, ne sont pas censés être faits. Certaines fins ne sont en réalité que des commencements déguisés. Nous avons traversé les rues calmes dans la Tesla de Victoire, les lumières de la ville se reflétant sur des bâtiments qui semblaient différents d'une manière ou d'une autre. Tout semblait différent maintenant. Elle n'a pas fait la conversation, n'a pas essayé de combler le silence. Elle a juste conduit avec l'assurance de quelqu'un qui savait exactement où elle allait et pourquoi. « Je peux vous demander quelque chose » ai-je finalement dit. « Allez-y, pourquoi moi ? Il y a des gars plus jeunes avec de meilleures références, des gens avec des MBA d'école que je ne pouvais pas me payer. Qu'est-ce qui fait que je vaux la peine d'être traqué dans une gare routière ? » Victoire m'a jeté un coup d'œil, puis est revenue à la route. « Vous savez ce que mon père dit des diplômés d'école de commerce ? Ils connaissent toutes les théories, mais aucune des réalités. Ils peuvent vous dire comment optimiser un processus sur le papier, mais ils n'ont jamais été sur un plancher d'usine à 3 heures du matin à essayer de comprendre pourquoi la ligne de production 7 n'arrête pas de se bloquer. Fournier a dit que j'étais trop vieux. Que je ne comprenais pas les nouvelles technologies. Fournier est un idiot qui a hérité d'une entreprise que son père a bâtie. Vous voulez savoir ce que les vrais leaders reconnaissent. L'expérience, la sagesse, la capacité à résoudre des problèmes qui n'ont pas de réponse toute faite dans les manuels. Nous sommes entrés dans le parking d'un gratte-ciel du centre-ville. Même à 1 heure du matin le jour de l'an, le bâtiment était illuminé, ses fenêtres brillant dans le ciel nocturne. Votre père travaille le jour de l'an ? Mon père travaille chaque fois qu'il y a du travail à faire. Vous allez l'apprécier. L'ascenseur nous a emmenés au 27e étage. Les portes se sont ouvertes directement sur une réception qui criait le succès. Art moderne sur les murs, mobilier épuré, fenêtres du sol au plafond surplombant la ville. Mais ce n'était pas ostentatoire. C'était confiant. La différence était tout. Jacques Beaumont se tenait près des fenêtres lorsque nous sommes entrés, une tasse de café à la main. Il devait avoir 65 ans, des cheveux argentés et le genre de présence qui remplissait une pièce. Quand il s'est tourné vers moi, j'ai vu les yeux de Victoire sur son visage. « Antoine Lefebvre » dit-il en traversant la pièce, la main tendue. « Merci d'être venu. » Sa poignée de main était ferme, et j'ai remarqué les callosités sur sa paume. Ce n'était pas un homme qui avait passé sa vie derrière un bureau. Il avait travaillé de ses mains, construit des choses, compris ce que signifiait le vrai travail. « Monsieur Beaumont, j'apprécie ce geste, quel qu'il soit, mais je ne comprends pas pourquoi je suis ici. Vous êtes ici parce que Rémi Fournier est un imbécile, et moi non. » Il a désigné un fauteuil en cuir. « Asseyez-vous. Parlons. » Victoire a disparu dans un autre bureau, nous laissant seuls. Jacques s'est installé dans le fauteuil en face de moi, posant son café sur la table entre nous. « Je suis votre carrière depuis 3 ans, dit-il. Depuis que vous avez redressé l'usine de Fournier en Normandie. Vous vous souvenez de ce projet? Je m'en souvenais. L'usine normande perdait de l'argent, au bord de la fermeture. J'y avais passé 6 mois, vivant dans un motel bon marché, travaillant 16 heures par jour pour diagnostiquer les problèmes et mettre en œuvre des solutions. À mon départ, l'usine était de nouveau rentable. 53 emplois sauvés. Je me souviens. Vous n'avez pas seulement sauvé cette usine, Antoine. Vous avez fondamentalement changé son fonctionnement. Vous avez écouté les ouvriers, les gens qui fabriquaient réellement les produits, et vous avez mis en œuvre leurs suggestions. C'est rare. La plupart des consultants arrivent avec des solutions préfabriquées qui ignorent l'élément humain. Merci, mais je n'ai pas fini. Jacques se pencha en avant. Après ça, je vous ai vu gérer l'affaire de Milan. 3 plus grandes entreprises en lice contre vous. Tout offrait des prix plus bas. Mais vous n'avez pas seulement vendu des produits. Vous avez vendu des relations. Vous avez compris ce dont Milan avait besoin, pas seulement ce qu'il demandait. Monsieur Beaumont, pourquoi me dites-vous tout ça? Parce que je veux que vous dirigiez ma division des opérations. Autonomie totale, salaire à 6 chiffres avec des primes de performance, participation au capital de l'entreprise.
vous superviserez 12 directeurs régionaux et serez responsable de 500 millions d'euros d'opérations annuelles. Le chiffre m'a frappé comme une douche froide. C'est plus que ce que je gagnais chez Fournier. C'est ce que vous valez, Antoine. Ce que vous avez toujours valu. Rémi Fournier était trop stupide pour le voir. Je me suis adossé dans le fauteuil, l'esprit en ébullition. Mais je n'ai pas de MBA. Je n'ai pas les références que. Vous avez 13 ans d'expérience réelle. Vous avez le genre de connaissances pratiques qui ne peuvent pas être enseignées dans une école de commerce. Et plus important encore, vous avez quelque chose qui manque à la plupart des gens dans cette industrie. L'intégrité. Comment le savez-vous? Jacques a souri. Parce que lorsque l'usine normande se redressait, vous auriez pu vous attribuer tout le mérite, rédiger un rapport soulignant votre génie, vous faire passer pour le héros. Au lieu de cela, vous avez rédigé un document de 40 pages créditant les ouvriers par leur nom, et expliquant leurs contributions en détail. Ce rapport est arrivé sur mon bureau. C'est là que j'ai su que vous étiez différent. J'ai senti quelque chose d'étrange se produire dans ma poitrine. De l'espoir peut-être, ou juste la première respiration après avoir été sous l'eau trop longtemps. Que ferais-je exactement? Réparer des entreprises en panne. Nous conseillons des entreprises qui sont en difficulté. Et votre travail serait de comprendre pourquoi et de mettre en œuvre des solutions. C'est un travail à haute pression, à hauts enjeux. Vous voyagerez, travaillerez de longues heures, ferez face à des problèmes impossibles, mais vous changerez aussi des vies, sauverez des emplois, construirez quelque chose qui compte. C'était tout ce que j'avais voulu faire chez Fournier, mais que je n'avais jamais été autorisé à faire. Rémi m'avait cantonné à des rôles opérationnels, gérant les systèmes existants plutôt que de les transformer. Quand commencerai-je? Le 2 janvier, demain. Votre fille? Il a fait une pause. Emma, c'est ça? Elle a 12 ans. Le fait qu'il connaisse le nom de ma fille aurait dû être effrayant, mais d'une certaine manière, ça ne l'était pas. C'était de la rigueur. Ça montrait qu'il avait fait ses devoirs. Comment savez-vous pour Emma? Parce que je me fais un devoir de connaître les gens que j'embauche. Vous êtes divorcé. Je le serai bientôt. Jacques a hoché la tête. Alors vous aurez besoin de flexibilité pour les arrangements de garde. Nous pouvons travailler à domicile 2 jours par semaine. Vous aurez le contrôle total de votre emploi du temps tant que le travail est fait. Cela semble trop beau pour être vrai. Ça ne l'est pas. C'est juste ce qui arrive quand quelqu'un reconnaît votre valeur au lieu de l'exploiter. J'ai regardé par les fenêtres la ville en contrebas. Quelque part là-dehors, Diane appelait probablement son père, lui disant que j'étais parti. Emma pleurait probablement, se demandant pourquoi son père n'était pas là à son réveil le jour de l'an. Rémi Fournier était probablement déjà en train de planifier comment présenter mon départ comme une démission plutôt qu'un licenciement. Et pour Industrie Fournier, ai-je demandé. N'y aura-t-il pas un conflit d'intérêts? Jacques a ri. Rémi Fournier a pratiqué des prix déloyaux envers ses concurrents pendant des années, rendant la survie impossible pour les petites entreprises. Je ne fais pas affaire avec des hommes comme ça, et vous non plus, désormais. Donc, il s'agit aussi de le faire tomber. Il s'agit de vous donner la carrière que vous méritez. Si cela montre à Rémi quelle erreur il a commise, c'est juste un bonus. Victoire est revenue avec un dossier. Contrat, dit-elle en le posant sur la table. Clause de non-concurrence standard, avantages sociaux, détails de la participation au capital. Lisez-le. Si vous voulez qu'un avocat l'examine, nous pouvons attendre. J'ai pris le dossier. Le salaire sur la première page était plus élevé que ce que j'avais gagné en 2 ans chez Fournier. La participation au capital vaudrait des millions si l'entreprise continuait de croître à son rythme actuel. Pourquoi, Victoire, ai-je demandé soudainement. Pourquoi envoyer votre fille me trouver dans une gare routière? Jacques a souri. Parce que Victoire a un bon instinct pour les gens et parce que je voulais que vous voyiez que cette entreprise valorise la famille. Je travaille avec ma fille parce qu'elle est brillante, pas parce que c'est ma fille. Le mérite compte ici, Antoine. C'est la culture que nous avons bâtie. J'ai pensé à Rémi Fournier, qui avait donné à son propre gendre 13 ans de travail et 0 respect, qui avait embauché Bruno Charpentier parce qu'il présentait bien sur le papier, pas parce qu'il avait mérité son poste. J'accepte, me suis-je entendu dire. Jacques s'est levé et m'a de nouveau tendu la main. Bienvenue chez Beaumont Solutions Industrielles. Vous commencez demain à 9 h.
Victoire vous montrera votre bureau et vous présentera à l'équipe. Demain, c'est le 1er janvier. Et vous avez 500 millions d'euros d'opérations à vous familiariser. L'équipe vous attend. Nous nous sommes serrés la main et j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas seulement du soulagement, mais un but, une direction, le sentiment que ce n'était peut-être pas une fin après tout. Victoire m'a conduit à un hôtel près du bureau, un de ces appart-hôtels avec kitchenette et espace de travail. L'entreprise couvrira 2 mois le temps que vous régliez votre situation de logement, dit-elle. Après ça, il y a une prime de relocalisation si vous voulez vous rapprocher du bureau. Je dois voir ma fille. Bien sûr, prenez la matinée. Venez après le déjeuner. Le truc de 9 heures, c'était juste pour voir si vous étiez sérieux. J'ai presque ri. Vous me testiez? Toujours. Mon père n'a pas bâti cette entreprise en se fiant aux apparences. Elle s'est garée sur le parking de l'hôtel. Antoine, je vais être honnête avec vous. Ce travail va être difficile. Vous allez faire face à la résistance de gens qui pensent que vous avez eu le poste parce que papa a eu pitié de vous. Vous allez travailler plus d'heures que chez Fournier, au moins la première année. Je peux gérer ça. Je sais que vous le pouvez. J'ai lu vos évaluations de performance, toutes, de chaque année. Vous avez porté la division des opérations de Fournier sur vos épaules ces 5 dernières années. Maintenant, vous en aurez enfin le crédit. Après son départ, je suis resté assis dans la chambre d'hôtel pendant un long moment, à regarder mon téléphone. Finalement, j'ai appelé Diane. Elle a répondu à la première sonnerie. Où diable es-tu? Je suis dans un hôtel. Est-ce qu'Emma va bien? Elle est bouleversée, Antoine. Elle ne comprend pas pourquoi tu es parti. Je peux lui parler? Il est 2 heures du matin. Elle dort. Alors dis-lui que je l'aime. Dis-lui que je viendrai la chercher demain après-midi et qu'on ira à cette pizzeria qu'elle aime tant. Diane est restée silencieuse un moment. Qu'est-ce que tu fais, Antoine? Tu fais une sorte de crise de la quarantaine? Je prends un nouveau travail. Un nouveau. Tu n'as même pas encore officiellement quitté Fournier. Tu ne peux pas simplement. Si, je peux, Diane. Ton père a été très clair ce soir sur le fait que je n'ai plus de valeur pour lui. Alors, j'ai trouvé quelqu'un qui reconnaît ce que je vaux. C'est insensé. Non, rester dans une entreprise qui me traitait comme un déchet aurait été insensé. Ça, c'est moi qui me respecte enfin assez pour partir. Emma a besoin de stabilité. Elle a besoin que son père n'aille pas prendre des décisions impulsives. Emma a besoin que son père lui montre qu'on ne laisse pas les gens vous traiter comme si vous étiez jetable. J'appellerai le matin. J'ai raccroché avant que Diane puisse répondre. Puis j'ai éteint mon téléphone et je me suis endormi pour la première fois depuis des mois sans ce poids sur la poitrine. Le lendemain matin, 1er janvier, je me suis réveillé à 6 heures, non pas à cause d'un réveil, mais parce que mon corps était habitué aux matinées précoces après 13 ans de conditionnement. J'ai pris une douche, enfilé un des costumes que j'avais emballés, et je me suis regardé dans le miroir. L'homme dans le miroir semblait différent, en quelque sorte, plus léger, comme s'il avait déposé un fardeau qu'il portait depuis si longtemps qu'il avait oublié ce que c'était que de se tenir droit. J'ai rallumé mon téléphone. 72 messages. J'ai ignoré la plupart d'entre eux et j'ai appelé directement le numéro d'Emma. Papa. Sa voix était petite, inquiète. Salut, ma chérie. Je suis désolé pour hier soir. Maman a dit que tu avais démissionné et que tu étais parti. Elle a dit que tu pourrais déménager. Je n'ai pas démissionné, mon cœur. Papy Rémi m'a renvoyé, mais j'ai trouvé un meilleur travail, un très bon travail. Et je ne déménage nulle part sans toi. Promis? Promis. Et si je venais te chercher à midi? On prendra une pizza et une glace et je te raconterai tout. Je peux dormir chez toi ce soir? J'ai regardé autour de la chambre d'hôtel. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Absolument. Prépare ton sac de nuit. Après avoir raccroché avec Emma, j'ai appelé mon avocat. Il s'appelait Martin Croix, et je l'avais utilisé pour du travail contractuel chez Fournier. Il a répondu malgré le jour de l'an. Antoine, tout va bien? J'ai besoin que tu t'occupes de mon divorce et je veux que tu t'assures que mes indemnités de départ d'Industrie Fournier sont béton. Pas de faille, pas de clause qui pourrait me nuire plus tard. Diane l'a finalement fait. Son père l'a fait.
Longue histoire. Tu peux m'aider? Je suis déjà en train de rédiger les papiers. J'aurai quelque chose à te faire relire d'ici vendredi. À midi, j'ai conduit jusqu'à la maison de Rémi Fournier. Mes mains étaient stables sur le volant, mon esprit clair. Diane m'a accueilli à la porte avec Emma debout derrière elle, sac à dos prêt. Nous devons parler de ça, a dit Diane. Non, nous n'avons pas à le faire. Martin Croix te contactera pour la procédure de divorce. Tu pourras lui parler. Antoine, tu te comportes comme un enfant. Je suis honnête. Pour la première fois en 13 ans, je suis complètement honnête sur ce que je veux et ce que je mérite. Emma a bousculé sa mère et m'a serré dans ses bras. Tu m'as manqué, papa. Toi aussi, ma chérie. Allons chercher cette pizza. En partant, Emma est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, c'est à cause de ce que papy Rémi t'a dit? Tu as entendu ça? J'ai entendu maman et mamie en parler ce matin. Elles ont dit que papy faisait juste ce qui était le mieux pour l'entreprise. Que tu devrais comprendre que ce n'est pas personnel. Je me suis garé sur le parking de la pizzeria et je me suis tourné vers ma fille. Emma, je veux que tu te souviennes de quelque chose. Quand quelqu'un te dit que te traiter mal n'est pas personnel, il ment. Tout ce que nous faisons aux autres est personnel. Et si quelqu'un te fait sentir que tu n'as pas de valeur, que tu n'es pas assez, tu t'en vas. Tu trouves des gens qui voient ta valeur. Comme ton nouveau travail. Exactement comme mon nouveau travail. Autour d'une pizza, je lui ai tout raconté sur Jacques Beaumont et Victoire, sur le nouveau poste, sur les opportunités à venir. Emma a écouté avec le genre d'attention sérieuse qu'elle réservait habituellement à ses livres préférés. Alors, tu vas aider d'autres entreprises, a-t-elle demandé. Je vais réparer des choses cassées, les rendre meilleures. C'est ce que tu as toujours fait dans l'entreprise de papy. Oui, mais maintenant je pourrais le faire à ma façon, et je pourrais passer plus de temps avec toi. Emma a souri, le premier vrai sourire que je voyais d'elle depuis des mois. Bien. J'aime quand tu es à la maison. Ce soir-là, Emma s'est endormie sur le canapé-lit de la chambre d'hôtel en regardant un film. Je me suis assis au petit bureau pour lire le contrat que Jacques m'avait donné. Chaque clause, chaque avantage, chaque responsabilité. C'était légitime. C'était réel. C'était tout ce que Fournier avait promis, mais n'avait jamais livré. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Victoire. Demain va être intense. Repose-toi et félicitations pour avoir fait le bon choix. J'ai répondu, merci pour tout. Sa réponse est venue rapidement. Remercie mon père. Je n'étais que la messagère. Mais pour ce que ça vaut, je suis contente que tu nous rejoignes. Nous avons besoin de gens qui s'en soucient vraiment. Le lendemain matin, j'ai ramené Emma chez Diane avant de me rendre à Beaumont Solutions Industrielles. Le bureau était animé malgré le 2 janvier. Des gens se déplaçaient avec détermination dans l'espace moderne. Victoire m'a accueilli à l'ascenseur. Prêt? Autant que je puisse l'être. Elle m'a fait visiter le bureau, me présentant aux membres de l'équipe dont j'essayais désespérément de me souvenir des noms. Il y avait Marcus, le coordinateur logistique qui était dans l'entreprise depuis 8 ans. Sarah, l'analyste des opérations diplômée de Polytechnique à 19 ans. David, le directeur régional qui avait redressé 3 usines en difficulté en 2 ans. Tout le monde était jeune, talentueux et complètement concentré sur le travail. Pas de politique, pas de coups bas, juste de la compétence et du respect. Mon bureau était au 27e étage avec des fenêtres surplombant la ville. Il était 3 fois plus grand que mon bureau chez Fournier, avec un vrai bureau, des meubles confortables et assez d'espace pour vraiment réfléchir. Réunion d'équipe dans 30 minutes, a dit Victoire. Tu présenteras ton approche de la gestion des opérations. Papa veut entendre ta philosophie avant de t'assigner ton premier projet. C'est rapide. C'est comme ça qu'on travaille ici. La lenteur coûte cher. La rapidité et l'intelligence l'emportent. La salle de réunion était bondée. 23 personnes, toutes me fixant avec diverses expressions de curiosité et de scepticisme. Jacques était assis au bout de la table, l'air calme et plein d'attente. Tout le monde, voici Antoine Lefebvre. Il prend la direction de la division des opérations. Antoine, la parole est à toi. Je me suis levé, le cœur battant. C'était le moment. Le moment où soit je prouvais que je méritais cette opportunité,
soit je confirmais les soupçons de tout le monde que je n'étais qu'un cas de charité. Je ne vais pas prétendre avoir toutes les réponses, ai-je commencé. Mais j'ai passé 13 ans à apprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans la fabrication et les opérations. Et la plus grande chose que j'ai apprise est la suivante, on ne peut pas redresser une entreprise depuis une salle de conseil. On la redresse depuis le terrain. Marcus s'est penché en avant, intéressé. Que voulez-vous dire? Je veux dire que les gens qui font réellement le travail en savent plus sur ce qui ne va pas que n'importe quel consultant. Mon travail n'est pas d'arriver avec des solutions préfabriquées. C'est d'écouter, d'apprendre et de mettre en œuvre des changements qui ont du sens pour chaque situation spécifique. Sarah a levé la main. Mais qu'en est-il de la standardisation? De l'efficacité entre plusieurs usines? La standardisation est importante, mais pas au détriment de l'efficacité. Chaque usine est différente. Des travailleurs différents, des équipements différents, des défis différents. Il faut adapter son approche à la réalité du terrain. Les questions sont venues rapidement après ça. Des questions difficiles, des questions intelligentes, le genre de défis qui m'ont forcé à défendre ma philosophie avec des détails et des exemples. À la fin de l'heure, j'étais épuisé mais exalté. Jacques a hoché la tête avec approbation. Votre première mission est l'usine de Clermont-Ferrand. Elle perd 200 000 € par mois, et le client veut la fermer. Vous avez 90 jours pour la redresser ou recommander sa fermeture. Victoire vous accompagnera en tant qu'analyste principal. 90 jours. 200 000 € de pertes par mois. Tout reposait sur mon premier projet avec cette entreprise. Quand partons-nous, ai-je demandé. Demain matin, vol de 6 heures. Ce soir-là, j'ai appelé Emma pour lui dire bonne nuit. Je vais à Clermont-Ferrand pour un moment, ma chérie. Mais je reviendrai tous les week-ends. Pour réparer des choses cassées. Exactement. Je suis fier de toi, papa. Ces 4 mots signifiaient plus que n'importe quel salaire, n'importe quel titre, n'importe quelle validation de Jacques Beaumont. Ma fille était fière de moi. C'est ce qui comptait. L'usine de Clermont-Ferrand était pire que ce à quoi je m'attendais. Équipement obsolète, travailleurs démoralisés, une direction qui avait décroché depuis des mois. Mais c'était aussi exactement ce pourquoi j'avais été formé. Victoire et moi avons passé 3 jours à simplement écouter. Parler aux ouvriers de la chaîne, à l'équipe de maintenance, aux superviseurs d'atelier. Tout le monde avait des idées sur ce qui n'allait pas. La plupart avaient des suggestions sur la façon de le réparer. Pourquoi personne n'a mis en œuvre ces solutions, a demandé Victoire à l'un des ouvriers les plus anciens. Parce que personne ne nous a jamais demandé. Les consultants avant vous sont venus, ont regardé autour d'eux pendant 2 jours, ont écrit un rapport et sont repartis. Ils ne nous ont jamais vraiment parlé. C'est devenu notre approche. Chaque matin, nous travaillons nous-mêmes sur le terrain, apprenant à connaître l'équipement, comprenant le flux de travail, vivant les problèmes de première main. Chaque soir, nous compilions des notes et développions des solutions basées sur ce que les travailleurs nous avaient dit. Après 30 jours, nous avions réduit les pertes à 120 000 € par mois. Après 60 jours, nous avions atteint le seuil de rentabilité. Après 90 jours, l'usine était rentable pour la première fois en 3 ans. Jacques est venu pour l'évaluation finale. Il a parcouru l'usine, a parlé aux mêmes travailleurs que Victoire et moi avions interviewés le premier jour, et a examiné nos rapports de mise en œuvre. Antoine, dit-il alors que nous étions sur le parking à regarder l'équipe du soir arriver. C'est exactement ce que je savais que vous pouviez faire. C'était un travail d'équipe, Victoire a été essentielle. Oui, elle l'a été. Mais vous l'avez dirigée. Vous avez pris les décisions. Vous avez gagné leur confiance. C'est ça, le leadership. 6 mois après le début de mon nouvel emploi, j'ai reçu un appel de Bruno Charpentier. Il dirigeait mon ancienne division chez Industrie Fournier depuis 5 mois. Antoine, c'est Bruno. J'ai besoin de tes conseils. À propos de quoi? De tout. L'usine normande est de nouveau en difficulté. L'efficacité de la production a chuté de 22% depuis ton départ. J'ai essayé de mettre en place de nouveaux systèmes, mais rien ne fonctionne. J'ai failli rire. Presque. Bruno, as-tu parlé aux ouvriers? Leur as-tu demandé ce qui a changé? J'ai envoyé un sondage. Un sondage? Es-tu réellement allé là-bas, sur le terrain, parler aux gens en face à face? Silence.
Rémi a dit que tu étais démodé. Que les sondages et l'analyse de données étaient plus efficaces. Rémi s'est trompé sur beaucoup de choses. Les données ne te disent pas que la femme du contremaître vient d'avoir un cancer, ou que la machine fait un bruit bizarre avant de tomber en panne, ou le raccourci que tout le monde connaît mais qui n'est pas dans le manuel. Tu dois être là, Bruno. Tu dois te soucier des gens, pas seulement des chiffres. Tu vas m'aider? Non. Mais je vais te donner le même conseil que mon père m'a donné quand je commençais. Les gens qui font le travail en savent plus que toi. Écoute-les. J'ai raccroché et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas de la satisfaction, pas de la justification, juste de la tristesse pour ce que devenait Industrie Fournier sans personne qui comprenait vraiment comment la diriger. Un an après avoir quitté Fournier, j'ai été promu vice-président exécutif chez Beaumont Solutions Industrielles. Je supervisais 47 usines, gérais 200 employés et avais redressé 9 opérations en difficulté. Emma passait tous les week-ends avec moi dans ma nouvelle maison. Diane s'était remariée avec un avocat d'affaires qui travaillait encore plus d'heures que moi auparavant. Elle semblait heureuse, et j'en étais sincèrement content pour elle. L'entreprise de Rémi Fournier a commencé à perdre des contrats importants. Les clients n'étaient pas satisfaits de la baisse de qualité. Bruno Charpentier a démissionné après 8 mois, épuisé et brisé par un travail pour lequel il n'était pas prêt. Je ne me sentais pas bien à ce sujet. Je me sentais juste reconnaissant d'avoir trouvé des gens qui appréciaient ce que j'apportais. L'appel est arrivé un mardi après-midi. Victoire a fait irruption dans mon bureau avec son téléphone. Tu dois voir ça. C'était un article de presse. Industrie Fournier dépose le bilan. Je me suis assis lentement, lisant les détails. 3 ans de baisse de revenus, des efforts de modernisation ratés, la perte de clients majeurs. Rémi Fournier se retirait de son poste de PDG. Comment te sens-tu? A demandé Victoire. Fatigué. Triste. Cette entreprise employait 300 personnes. Ils vont tous perdre leur emploi parce que Rémi était trop fier pour reconnaître ce qu'il avait. Tu pourrais la racheter. J'ai levé les yeux vers elle. Quoi? Papa fait déjà les calculs. Industrie Fournier pourrait être acquise pour peut-être 15 millions d'euros. Ce n'est rien pour notre portefeuille. Tu pourrais la diriger. La redresser. Sauver ses emplois. L'idée était folle et parfaite à la fois. Jacques ferait vraiment ça? Il le ferait s'il le voulait, pour montrer à Rémi Fournier ce qui arrive quand on jette des gens de valeur. J'ai pensé à ces 300 travailleurs, des gens avec qui j'avais travaillé pendant 13 ans, des amis, des collègues, des gens avec des familles, des prêts immobiliers et des vies qui étaient sur le point d'être détruites. Organise la réunion. 3 semaines plus tard, je suis entré dans le bureau de Rémi Fournier en tant que nouveau PDG d'Industrie Fournier. Le bâtiment était le même. Les meubles étaient les mêmes. Mais tout le reste était différent. Rémi était encore là, en train de vider ses affaires personnelles. Il a levé les yeux quand je suis entré et quelque chose dans son expression s'est effondré. Antoine. Rémi. Tu es ici pour jubiler. Non. Je suis ici pour sauver les emplois de 300 personnes qui ne méritent pas de souffrir parce que tu as pris de mauvaises décisions. Il s'est affalé dans son fauteuil. Je me suis trompé sur toi. Oui, tu t'es trompé. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Je suis là parce que cette entreprise a encore de la valeur. Les travailleurs ont encore des compétences. Les clients ont encore des besoins. Tu as juste oublié comment connecter ces choses. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais la redresser, de la même manière que j'ai redressé 9 autres entreprises, en écoutant les gens qui font réellement le travail. Rémi a hoché la tête lentement. Diane dit que tu es heureux, qu'Emma parle de toi comme si tu étais une sorte de héros. Je ne suis pas un héros. Je suis juste un homme qui a finalement compris que ma valeur ne vient pas de l'opinion de quelqu'un d'autre sur moi. Elle vient de ce que je sais que je peux faire. Il s'est levé et a tendu la main. Bonne chance, Antoine. Cette entreprise, elle mérite quelqu'un qui se soucie d'elle. Nous nous sommes serrés la main et je l'ai regardé sortir du bureau qui avait été le sien pendant 30 ans. Puis j'ai appelé Victoire. Rassemble l'équipe. Nous avons du travail. Au cours des 18 mois suivants, nous avons complètement redressé Industrie Fournier. Nous avons fait revenir les anciens clients qui étaient partis pendant le déclin. Nous avons modernisé l'équipement et les processus. Plus important encore,
nous avons écouté les travailleurs et mis en œuvre leurs suggestions. Emma avait maintenant 14 ans, assez grande pour comprendre ce qui s'était passé. Assez grande pour voir son père construire quelque chose de réel. Elle a commencé à venir au bureau le week-end, observant notre fonctionnement, posant des questions intelligentes sur les affaires et le leadership. « Papa », dit-elle un samedi après-midi alors que nous examinions les rapports de production. « Pourquoi penses-tu que papy Rémi n'a pas pu faire ce que tu fais ? » Parce qu'il a hérité de l'entreprise. Il n'a jamais eu à construire quoi que ce soit lui-même. Il n'a jamais appris que le respect se gagne, il ne se donne pas, le détestes-tu ? Non. J'ai pitié de lui. Il avait quelque chose de précieux et ne l'a pas reconnu avant qu'il ne soit parti. C'est vrai pour l'entreprise et pour moi. Victoire a frappé à la porte de mon bureau. Réunion de famille. Papa veut tout le monde. Au siège de Beaumont Solutions Industrielles, Jacques a rassemblé toute l'équipe de direction, y compris moi, son plus récent partenaire dans l'entreprise élargie. Nous avons eu une année record, a annoncé Jacques. Chiffre d'affaires en hausse de 40%, 12 redressements réussis, et l'acquisition d'Industrie Fournier a ouvert des portes que nous n'aurions jamais cru possibles. Il m'a regardé droit dans les yeux. Antoine, tu as dépassé toutes les attentes. Tu as pris une déroute à la gare routière et l'as transformée en catalyseur pour transformer non seulement ta vie, mais aussi plusieurs entreprises et des milliers de vies. J'ai eu de l'aide, ai-je dit. Victoire m'a trouvé. Vous m'avez donné une chance. Les équipes ont fait le vrai travail. Mais tu les as dirigées. C'est ce qui compte. Après la réunion, Jacques m'a pris à part. Je prends ma retraite dans 2 ans. Victoire prendra la relève en tant que PDG, mais je te veux comme président et directeur des opérations. Tu dirigeras complètement le côté opérationnel. Jacques, je ne sais pas quoi dire. Dis oui et souviens-toi que l'homme qui t'a dit que tu étais trop vieux et inutile avait juste peur de quelqu'un qui savait vraiment comment faire le travail. J'ai accepté, bien sûr. Et en rentrant chez moi ce soir-là, j'ai pensé à ce moment à la gare routière où tout semblait perdu et où une inconnue aux yeux bienveillants m'a demandé si j'allais bien. Parfois, être brisé est la seule façon de découvrir de quoi on est vraiment fait. Parfois, les gens qui vous rejettent font juste de la place pour les gens qui reconnaîtront votre valeur. Et parfois, la meilleure vengeance n'est pas du tout une vengeance. C'est juste de bien vivre, de construire quelque chose de réel, et de montrer aux gens qui vous ont sous-estimé exactement ce qu'ils ont perdu. Je m'appelle Antoine Lefebvre. J'ai 50 ans. Je suis le président et directeur des opérations de Beaumont Solutions Industrielles et le PDG d'Industrie Fournier. Je suis le père d'une fille incroyable qui est déjà plus intelligente que je ne le serai jamais. Et il y a 3 ans, j'étais assis dans une gare routière en pensant que ma vie était finie, alors qu'elle ne faisait que commencer. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette histoire, si elle vous a rappelé que votre valeur n'est pas déterminée par les personnes qui n'ont pas réussi à la voir, veuillez partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire ci-dessous sur une fois où tout perdre vous a permis de trouver quelque chose de mieux. Et abonnez-vous à cette chaîne pour plus d'histoires sur des gens ordinaires découvrant des vérités extraordinaires lorsqu'ils refusent d'accepter la définition de leur valeur par quelqu'un d'autre. Parce que tout le monde a quelque chose de précieux à offrir. Parfois, il faut juste être rejeté pour le réaliser. Et parfois, la meilleure chose qui puisse arriver est que quelqu'un voit votre valeur quand vous pouvez à peine la voir vous-même. Merci d'avoir regardé et souvenez-vous, vous n'êtes jamais trop vieux, jamais trop brisé, et jamais trop loin pour tout recommencer et construire quelque chose de mieux que ce que vous avez perdu.